Qui sont ces deux-là? Alors, il y en a un qui filme, et l'autre, c'est son interprète. Ça vous dirait de descendre dans le trou pour voir ce qu'il y a au fond? Mais attention, vous pourriez y rester. Dieu existe. Dieu est là. Et Mohammed, c'est son prophète, d'accord? Et si on les enlevait? Celui-ci est français, non? Ils sont de quelle tribu, les deux? Mais non, c'est une tribu qui vient de France. Province du Djof, nord du Yémen, février 2006. Nous avons réussi, caméra en main, à pénétrer dans cette zone tribale fermée, interdite aux étrangers. Le but? Filmer les sites archéologiques inconnus de cette région située aux confins de l'ancien et mythique royaume de Saba, et vérifier la rumeur. Les tribus locales mèneraient une vaste entreprise de pillage, menaçant les derniers vestiges des royaumes pré-islamiques. Ce territoire désertique, à la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, a été il y a plus de 2 millénaires le cœur de ce que les anciens appelaient Arabia Felix, l'Arabie heureuse. Sur les routes des caravanes, plusieurs petits royaumes s'étaient constitués avant d'être soumis par le plus puissant d'entre eux, le royaume de Saba. Mais de ces richesses, de ces splendeurs, il ne reste aujourd'hui que les immenses champs de cratères creusés par des pilleurs. À l'abri des regards du monde, se déroule ici une des plus grandes catastrophes culturelles de notre époque. L'histoire commence 1 an avant, dans la capitale du Yémen, Sanaa, ville fondée d'après la légende par un des fils de Noé, dont l'arche se serait échouée sur la montagne qui domine la ville. Un archéologue, Rémi Audouin, installé dans ce pays depuis 20 ans, revient bouleversé de la région du Djof. Dans ce Djof, il y avait une quantité de petits royaumes, très petits, qui, pour des raisons très difficiles à expliquer maintenant, on n'a jamais pu fouiller. Et en ce moment, depuis 5 ans, ils pillent, mais ils pillent systématiquement tous les sites. C'est-à-dire que tous les 2 mètres, ils font un trou. Ils ont trouvé une quantité d'or, d'argent, des statues en bronze, des statues en pierre, qui a fait qu'ils ne font plus que ce commerce. Et cette région est en plus très pauvre. Donc pour eux, ça a été un apport d'argent extraordinaire. Le Djof est la province la plus pauvre d'un pays pauvre, le Yémen. Pas de ressources naturelles, pas d'industrie, très peu d'agriculture. Pendant longtemps, on y vivait beaucoup de trafics de toutes sortes à la lisière d'une frontière mal définie entre le Yémen et l'Arabie saoudite. À cette époque, le royaume des Saouds et la République du Yémen fournissaient des armes aux tribus pour qu'elles se disputent des parties de désert censées contenir des réserves de pétrole. Mais depuis l'accord des 2 pays sur le tracé de la frontière et sur sa fermeture,
Même cette ressource s'est tarie. Par contre, les armes, elles, sont restées. C'est dans cette zone tribale, réputée pour son insécurité, que le gouvernement yéménite a demandé à l'archéologue français d'établir discrètement un inventaire archéologique. Le conseiller du président m'a demandé de faire une petite mission secrète avec mon collègue Mounir Arbache pour faire, comme ça un peu en clandestin, voir quel était l'état, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas aller contrôler. Et en effet, j'ai vu des équipes qui travaillent à faire des trous partout, passer au besoin de la dynamite sur des murs quand ça les empêchait de continuer. Et grâce à eux, en fait, j'ai vu plusieurs piliers avec un décor tout à fait inattendu, c'est-à-dire des scènes cultuelles qu'on n'avait encore jamais vues. On est arrivé, au bout d'un certain temps, à dégager 6 colonnes sur un temple qui devrait en avoir, je ne sais pas, une trentaine. Et sur ces fameux piliers avec ces décors cultuels, ce sont des scènes où vous avez des divinités qu'on n'avait jamais vues et qui sont d'inspiration complètement mésopotamienne. Ça démontre que c'est bien dans cette région qu'il y a le début de l'histoire du Yémen. Et ça a donné tout d'un coup une ouverture pour connaître comment ce peuplement, comment cette civilisation est née, et qui donnera le royaume de Saba. Le royaume de Saba est un peu plus récent, puisqu'il est du 7e siècle. Ce que j'ai trouvé, c'est 9e, 8e siècle. Depuis cette découverte, l'archéologue Rémi Audouin n'a qu'une idée en tête. Sauver ces sites menacés de destruction et fouiller les vestiges d'une civilisation plus ancienne encore que le mythique royaume de Saba. Cet état antique, à jamais immortalisé par l'illustre reine, reste entouré de mystères. On en a pourtant retrouvé la capitale, Mareb, avec 2 temples érigés d'après la légende par la reine Bilkis. C'est sous ce nom arabe que le Coran la mentionne alors qu'elle apparaît dans la Bible sous celui de reine de Saba. Les 2 textes sacrés décrivent sa visite au roi Salomon à Jérusalem. Il aurait été ébloui par sa beauté, mais aussi par les fabuleuses richesses que son royaume tirait alors du commerce de l'encens. Aujourd'hui, on trouve au musée de Sanaa des objets probablement semblables à ceux qui auraient suscité l'admiration de Salomon, si toutefois la reine de Saba a réellement existé, car en dépit de nombreuses fouilles, on n'a jamais trouvé la moindre preuve de son existence. Alors, la question est toujours, est-ce que la reine de Saba existait ou pas? La reine de Saba a sans doute existé. On vient de trouver il n'y a pas très longtemps une inscription qui date du 7e siècle où on a une Malika, donc reine, et qui règne dans un petit état qui est à peu près à une centaine de kilomètres d'ici, dans le Djouf. Donc il y avait des reines qui ont vécu ici, non seulement en Arabie du Nord, mais même en Arabie du Sud. Donc, à mon avis, nous aurons la preuve que le mythe rejoint la réalité, c'est-à-dire que l'histoire et la légende ou le mythe se rejoignent. C'est au cours de la mission clandestine des 2 archéologues que la fameuse pierre a été trouvée dans le Djouf. Mounir Arbache, compagnon de fouilles de Rémi Audouin, et spécialiste des inscriptions, a réussi à déchiffrer le texte en alphabet sud-arabique. Parmi les pièces apportées, donc, figure une quarantaine d'inscriptions, dont celle-ci qui est très importante, qu'elle mentionne pour la première fois une reine en Arabie du Sud. Abi Watan, fille de Yassakil, du lignage de Sana, a fait une offrande à Nakra au jour où elle a régné sur Nataatan. En plus de cette preuve de l'existence d'une reine, Mounir Arbache et Rémi Audouin ont réussi à rapporter plus de 500 objets de leur expédition, masques funéraires, poteries, statuettes, qu'ils ont décidé de rassembler dans un catalogue pour alerter la communauté scientifique sur ce patrimoine en train de disparaître.
C'était important dans le sens où un petit texte peut nous donner des informations sur une période qui était mal documentée. Et l'histoire de cette région, de ces royaumes de l'Arabie du Sud islamique reste à écrire. Pour écrire cette histoire, pour mener à bien des fouilles, non seulement sur les traces de la reine de Saba, mais sur les origines de toute la civilisation yéménite, les chercheurs ont besoin de moyens, et ils en manquent. Entourés d'une équipe d'archéologues yéménites, Rémi et Mounir entreprennent alors le travail le plus pénible pour un scientifique, la recherche de fond. Le gouvernement yéménite est conscient de la menace qui pèse sur cet héritage unique au monde. Il accorde des subventions, mais elles sont loin d'être suffisantes. Rémi Audouin alerte alors l'UNESCO, qui décide à son tour de soutenir un programme de sauvetage de ces monuments et de ces objets dont l'importance historique et artistique dépasse largement les frontières du Yémen. Ils devraient même être classés patrimoine de l'humanité. L'UNESCO vient de faire un contrat, mais moi, l'UNESCO, elle veut, c'est que je sauve les objets. Donc, qu'est-ce que c'est sauver les objets? C'est de pouvoir travailler et de les récupérer. Donc, les Yéménites vont payer la fouille, les ouvriers, les constructions des maisons et la protection. Et moi, ils me paient pour non seulement que je fasse l'étude, mais qu'en même temps, on restaure les objets, qu'on les mette dans un musée et qu'on les publie. Vous savez, des piliers décorés sur 7 mètres de long, il y en a 50 dans le monde, il n'y en a pas des milliers. Quand ils racontent toute une histoire avec en plus une hiérarchie de 12 dieux qui représentent des régions du Yémen à l'époque, mais 1000 ans avant les écrits, c'est rarissime. Pendant ce temps, loin de Sanaa, le pillage continue. Pour que les tribus locales laissent les archéologues travailler en paix, le gouvernement veut négocier avec elles. Mais il semblerait qu'elles ont des exigences extravagantes. Au prix de palabres interminables et de nombreuses promesses, un accord semble sur le point d'aboutir. Parallèlement, l'idée d'associer une équipe de tournage à l'expédition archéologique fait son chemin. Un film devrait montrer au jour le jour le dégagement du temple trouvé par les deux archéologues, mais alerter également l'opinion mondiale sur l'ampleur du pillage dans cette région du Yémen. Les autorités de Sanaa, conscientes que cette initiative contribuera au sauvetage des sites en danger, délivrent finalement un accord exceptionnel pour un tournage dans ce territoire interdit à tout étranger. En février 2006, nous débarquons dans la capitale yéménite, prêts à partir sur le terrain. Mais dès notre arrivée, nous recevons des messages inquiétants. Les archéologues ont des difficultés et du retard. Alors que les chercheurs ont réussi à trouver les financements, qu'ils possèdent toutes les autorisations officielles, que le Musée national a d'ores et déjà mis à leur disposition plusieurs salles pour recevoir les objets de la fouille, Rémi doit ronger son frein à Sanaa. Le gouvernement et les autorités, disons, culturelles du pays sont tout à fait d'accord qu'on puisse fouiller le site, malgré les retards, etc. Le grand problème à l'heure actuelle, ce sont le problème des tribus et le problème de la situation interne du Djouf, où à l'heure actuelle, ils pillent les sites. Donc ils savent très bien que dès qu'on sera là, ils pourront plus piller les sites. Donc pas question d'aller dans le Djouf. Nous sommes terriblement déçus. Les frais sont engagés, les contrats signés, et notre rêve de filmer des temples qui n'ont jamais été fouillés dans une région inconnue s'écroule. En dernier recours, nous appelons une personnalité yéménite rencontrée à Paris qui nous a promis de nous aider en cas de difficulté. Khadija Al-Salami est écrivain, cinéaste et conseillère culturelle à l'ambassade du Yémen à Paris. Très attachée à l'héritage culturel de son pays, elle est très affectée par ces pillages dans le Djouf. Première speakerine à 16 ans de la télévision yéménite. Elle a aujourd'hui ses entrées chez le président comme chez les cheikhs les plus puissants du pays. Avec énergie, elle met en œuvre toutes ses relations pour débloquer la situation.
et obtenir du gouvernement et des chefs tribaux l'autorisation de commencer les fouilles. Et le film. Mais combien de temps faudra-t-il? Le Yémen est un pays aux coutumes ancestrales où les choses peuvent se régler en quelques minutes ou jamais. « 48 heures plus tard, surprise. Nous sommes autorisés à partir dans le Djof, mais pas les archéologues. Cette situation bouleverse le scénario du film. De témoins invisibles d'une fouille archéologique, nous devenons, malgré nous, acteurs d'une histoire de pillage, de trafic et de tribus. Mounir Arbache ne cache pas son étonnement et nous met en garde. L'État n'a pas la main, n'a pas le contrôle de cette région. D'où la nécessité de négocier avec ces tribus et ne pas prendre de risques. C'est le plus simple, donc il vous empêche d'accéder, de quitter le territoire de l'Hazm et aller sur le Djof. Tout simplement. Il n'y aura aucun problème, mais on vous empêche de pénétrer dans le territoire, carrément. Et si on y va, enfin nous, normalement, on est accompagné par des militaires, par des représentants du gouvernement. Ils vous empêchent. Ils vous empêchent ça. Ils vous empêchent ça parce que peut-être, oui, ils vous laissent aller jusqu'à traverser la route, mais pas accéder. C'est difficile d'accéder sur le site. Ah oui. Bah écoute, on y sera la semaine prochaine. Oui, je vous souhaite un très bon voyage de toute façon, donc j'ai fait tout pour que ces voyages réussissent, aboutissent à quelque chose. Et ça serait bien qu'on ait des traces filmées de ces sites pillés et ça serait bien qu'il y ait une mobilisation et des côtés publics et des côtés pouvoir public et privé et des médias internationaux pour qu'on puisse arriver à un accord avec ces tribus pour pouvoir travailler et mettre au jour ces patrimoines. Notre petite équipe ne sera pas seule. Un homme du ministère de l'Information, porteur du fameux laissez-passer, ne nous lâchera pas d'une semelle. Nous constatons aussi qu'un fonctionnaire en civil ne doit pas être suffisant pour assurer notre sécurité. Il est vrai que durant ces 6 derniers mois, la route entre Sanaa et le Djof a été le théâtre de 4 prises d'otages. Marrakech. De la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, cette imposante place forte a toujours été un point stratégique du nord du Yémen. Jadis cité caravanière qui contrôlait tout le commerce d'encens entre l'Arabie du Sud et la Méditerranée, elle est aujourd'hui bastion contre les rebelles islamistes du Nord qui pourraient être tentés de marcher sur Sanaa. C'est là que nous avons rendez-vous avec les tribus à qui l'armée doit confier notre sécurité dans la région qu'elle ne contrôle pas. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Un homme se tient à l'écart. Nous apprendrons plus tard qu'il s'appelle Jamil et qu'il est de tous les trafics et coups tordus. Où sont les cheikhs qui devaient nous accueillir? On palabre, on téléphone et on mâche du 4. Pendant ce temps, les soldats s'intéressent aux vieilles pierres. Des inscriptions en grand nombre attestent de l'importance de cette ville dès le 8e siècle avant notre ère. Et l'on peut supposer que sa fondation remonte à une période bien plus ancienne. À l'intérieur même de l'immense cité bâtie pour accueillir des milliers de chameaux, se dresse le sanctuaire dédié au dieu Nakra, protecteur des caravanes et guérisseur des voyageurs.
Une seule fois dans l'histoire, ces hauts remparts ont cédé à l'assaut des envahisseurs. Les Romains se sont emparés de la ville 24 ans avant l'ère chrétienne. Mais cette victoire ne leur a pas porté chance. Peu après, sur le chemin du retour, les légions romaines ont été décimées par la soif dans les déserts du royaume de Saba. Une rafale venue de la plaine nous ramène au présent, au XXIe siècle. Escarmouche ou tir d'entraînement? Les palabres sont enfin terminées. Le convoi quitte Barakish pour s'enfoncer dans la zone tribale. Direction El Hazm, capitale du Djof. En route, nous apprenons que le gouverneur ne sort plus de ses murs. Il s'est retranché chez lui après avoir essuyé des tirs en plein centre-ville. Sans doute un administré mécontent. C'est pour cela que les cheikhs ne sont pas venus au rendez-vous. Ils ont dû se déplacer chez le gouverneur pour nous recevoir. Ces hommes connaissent le but de notre mission, mais ne manifestent aucune hostilité à notre égard. Comme souvent chez les gens du désert, l'accueil est sincère, la poignée de main franche. Sans perdre de temps, on nous conduit à la maison d'Abdel Salam Chiat, le cheikh le plus important de la région. Les deux automitrailleuses ont fait demi-tour. Désormais, notre destin est entre les mains de quelques bédouins en armes. Considérez mes paroles comme une précaution. Je voudrais que les choses soient claires pour vous, et c'est pour ça que je suis franc. Ici, dans la région du Djof particulièrement, les choses ne se passent pas comme ailleurs. Le problème, c'est que dans la mentalité des tribus, les sites archéologiques sont leur propriété. C'est comme ça dans leur tête. Et vous êtes obligé de vous entendre avec le plus petit avant de parler au grand. Parce que le plus petit d'entre eux peut vous poser les plus gros problèmes parce que vous ne lui avez pas demandé son avis. C'est pour ça qu'il est impossible d'obtenir une permission de leur part si tout le monde n'est pas satisfait. À moins que le gouvernement n'utilise la force. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est en s'adressant à chacun d'entre eux qu'on peut trouver une solution. Je vous promets sur l'honneur que j'essaierai de vous aider dans votre mission. En reconnaissance de tous les efforts que vous faites. Et parce que je crois aux valeurs humaines et culturelles de votre travail. Les hommes qui nous accompagnent et nous protègent sont tous de la tribu d'Abdel Salam. Mais qui sont-ils? Membres d'une police tribale? Gardiens des sites ou gardes du corps? Peut-être tout à la fois. En tout cas, ils connaissent bien ce champ de ruines parsemé de cratères. Vestige de la ville de Kamna, capitale d'un royaume florissant et prospère jusqu'au début de l'ère chrétienne. Ils connaissent aussi les techniques des pilleurs. D'abord, ils creusent de petits trous. Et au fur et à mesure qu'ils descendent, les trous s'élargissent. Et au fond, ils creusent des galeries horizontales qui s'étendent partout sur le site, jusqu'à arriver au temple. Est-ce que toute cette surface est creusée de galeries? Oui, tout à fait. Il y a un peu partout des bouches d'accès qui aboutissent toutes au temple enfoui. Couche-couche,
combattant redouté dans l'armée du Sud communiste, a perdu une jambe pendant la guerre civile. Sa prothèse en bois ne l'empêche pas de nous faire parcourir les vestiges qu'il connaît depuis son enfance et auxquels il est visiblement très attaché. C'est un crime que de laisser les gens piller et abîmer les objets anciens. Ils devraient construire de petits musées dans chaque région dans lesquels ils entreposeraient les objets trouvés au fur et à mesure. On récompenserait ceux qui rendraient les objets déjà trouvés et les sites seraient surveillés. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est l'histoire de tout un peuple qui disparaît ici. Ce qui reste de cette histoire, ce qui a échappé aux pilleurs, se trouve aujourd'hui dans quelques rares musées du monde, à commencer par celui de Sanaa. Les objets rituels, les encensoirs, les masques et les statues témoignent du raffinement et du savoir-faire des artistes de ces royaumes qui se sont succédés dans le nord du Yémen depuis la nuit des temps jusqu'à l'arrivée de l'islam. Ici, ils déterrent des ossements humains autour desquels ils trouvent par dizaines des parures et des bracelets en bronze. Ils en trouvent en grande quantité, et même dans de petites tombes. Un pilleur a trouvé l'autre jour 300 pièces d'un coup. Mais le gouvernement et les antiquités ne se penchent pas vraiment sur ce problème. Et ils l'acceptent même. Ils sont venus une fois transporter des gros blocs de pierre avec des inscriptions jusqu'à Sanaa. C'est Jamil qui pourra vous en parler. C'est donc Jamil qui a apporté la pierre au musée de Sanaa. L'homme y connaît tout le monde et tente souvent de monnayer ses trouvailles. Mais pour les pièces de choix, il cherche d'autres filières. Ils ont trouvé une coupe en or au temple d'As-Saouda, avec des inscriptions et des images. Ah bon, et qui l'a trouvé? C'est Hassan qui l'a trouvé. Je vais l'appeler. Bon, dis-lui surtout de la garder. Attends, écoute-le. Mais il veut beaucoup d'argent, hein? Tu m'entends? Oui, chaque chose a son prix. Écoute-moi bien. Prépare ce que tu as chez toi. Prépare ce que tu as trouvé. Et moi, je vais voir nos amis. Et je vois combien ils nous donnent. Ça va? On fait ça ensemble? On fait ça ensemble? Et on partage. On partage, toi et moi. Fais patienter les autres alors. Et on fait ça tous les deux. Très bien, au revoir. Je lui ai dit, garde la coupe chez toi. Et je te donnerai toujours plus que le prix qu'on te propose. Il m'a dit, je veux $5 000. Alors je lui ai dit que c'était d'accord, qu'il m'attende et qu'on va conclure le marché ensemble. Jamil, qui a une solide réputation de bandit et de trafiquant, ne se sépare jamais de sa Kalachnikov, même au cœur de Sanaa, où son port est sévèrement réprimé. Il sait où en ville, à la tombée de la nuit, les voitures venues du désert déchargent des pierres soigneusement emballées, où les bijoux en or changent de main. Les promesses que le gouvernement fait aux gens de chez nous sont des mirages. C'est comme si nous étions assoiffés et que nous marchions dans le désert avec de grosses jarres vides sur le dos. Et le gouvernement serait comme un guide qui marcherait à nos côtés et nous mènerait de mirage en mirage en nous faisant croire à chaque fois qu'on pourra apaiser notre soif. Jamil n'est pas le seul à avoir la dent dure contre le gouvernement.
Les habitants de Kiryat Hamdan, antique ville de Haram, sont venus d'eux-mêmes nous proposer de les suivre au cœur de leurs habitations pour nous parler de la découverte d'un fabuleux trésor. Est-ce que votre caméra pourrait nous faire voir ce qu'il y a sous la terre? Ça se mesure en mètres. C'est très grand. C'est couvert d'inscriptions. Et où ça se trouve? Là, juste derrière cette porte, en dessous des maisons. Oui, il y a encore 4 pièces comme celle-ci. Nous avons trouvé plein d'or, des boucles d'oreilles par pleine poignée, des colliers, des parures et des bagues à l'effigie de reine, quelque chose d'inimaginable. Ces bijoux, qui datent du IIIe siècle avant notre ère, sont exposés aujourd'hui au musée de Sanaa. Leur découverte reste entourée de nombreuses zones d'ombre. Certains parlent d'un cadeau des habitants au président de la République. D'autres d'une acquisition du ministère de la Culture. Impossible de savoir qui dit la vérité. Impossible aussi de connaître le montant ou la nature du dédommagement promis. Le ministre de la Culture a refusé d'aborder devant la caméra un sujet de toute évidence sensible, mais nous a confié que l'État a déboursé 40 000 $ pour acquérir les fameux bijoux. Le propriétaire de l'une des maisons bâties sur le temple nous conduit au seuil de sa demeure, mais nous prie fermement de l'attendre dehors. Quelques instants plus tard, il réapparaît. La statue est abîmée, mais nous avons toute raison de croire que l'intérieur de la maison cache bien d'autres objets intéressants. Sans doute les mêmes que l'on trouve depuis quelques années chez les antiquaires spécialisés et dans les maisons de vente les plus huppées de la planète. Là, nous avons une tête d'albâtre que l'on peut dater vers le début de l'ère chrétienne. Quelle est la mise à prix? C'est entre 25 000 $ et 35 000 $. Des gens sont venus nous les acheter à des prix exorbitants, mais nous avons refusé. Nous avons préféré les remettre à l'État, et mon frère, là, est parti en personne voir le président. Nous les avons relancés par tous les moyens, mais ils ne nous répondent pas au sujet des postes qu'ils nous avaient promis et des compensations financières. Il faut qu'ils portent secours aux gens. Les problèmes et les besoins s'accumulent ici. S'ils nous répondaient au moins, nous pourrions trouver un compromis et collaborer avec eux. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont besoin de salaire. Mais vous ne pouvez pas donner de salaire à tout le monde. Et si vous leur donnez des salaires, ils les dépenseront et n'en tireront aucun bénéfice. Ce dont nous avons besoin, c'est de projets de développement. Ce qui aide les gens, c'est de construire des écoles, d'apprendre l'artisanat, d'apprendre comment faire quelque chose, comment vivre décemment. Cela demande une formation, cela demande du savoir, cela demande de l'habileté, et ils n'en ont pas. Ils sont seulement bons avec les armes à feu. Trois jours après notre arrivée dans le Djof, toutes les tribus de la région sont au courant du tournage. Apparemment, elles ne sont pas toutes d'accord. Le chauffeur de l'expédition a reçu des menaces de mort et veut rentrer à Sanaa dès demain. Notre garde rapproché tente de lui donner du courage, de le persuader qu'il s'agit seulement d'une intimidation. N'empêche, les mœurs de la région ne sont guère rassurantes. Le problème le plus courant et le plus destructeur ici, c'est celui des règlements de compte. Cela entraîne des problèmes de sécurité et entrave surtout les libertés individuelles de chacun.
Il suffit qu'un conflit entre deux personnes dégénère, et au bout d'une succession de vengeances, on peut arriver jusqu'à 10 morts ou 12 morts, et tout ça à cause d'une seule personne au départ. Ça a été tout le temps des tribus rebelles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas disciplinées, et rebelles aussi parce qu'ils ont peur de l'État et en même temps ils demandent à l'État. Car qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils demandent de s'opposer à l'État, ils demandent l'électricité, ils demandent l'eau, ils demandent plein de choses à l'État, tout en refusant la moindre concession à l'État lui-même. Le gouvernement est prêt à intervenir de plusieurs manières. Je pense qu'il en a la volonté et parfois les finances. Mais l'opposition est forte de la part des Bédouins. Car ce qui est vraiment important pour eux, c'est d'être libres. Ils ne veulent pas voir un policier sur leur territoire. Pas parce que les policiers sont mauvais, mais parce que les Bédouins eux-mêmes remplissent cette tâche. Ils ont les fusils, ils ont les poignards, et ils vous disent « Pourquoi aurions-nous besoin de quelqu'un qui vienne nous dire ce qu'il faut faire ?» Mais en même temps, leur vie est chaotique. Et avec une vie chaotique, on ne peut réellement développer la région. Aussi, le gouvernement devrait agir plus fermement sur cette région. Et l'État a décidé de réagir fermement. Les bruits sur les tribus qui défient le gouvernement et les instances internationales sont arrivés jusqu'aux oreilles les plus haut placées du Yémen. Pas totalement par hasard d'ailleurs. Rémi Audouin a fait parvenir au président Ali Abdallah Saleh une copie grandeur nature des fameux piliers en guise de cadeau, accompagnée d'une demande d'intervention. Du coup, la fouille de sauvetage des premières divinités yéménites est devenue une affaire d'État. Oui. Très bonne nouvelle. Il faut que je te montre absolument. Après des mois d'attente et de déception, l'archéologue reprend espoir. Il tient à partager sa joie avec Khadija Al-Salami. Ça a été divulgué à la télévision, dans d'autres journaux. Là, on voit très bien le président qui a voulu montrer l'importance de la découverte du Djouf et en même temps nous donne autorisation donc d'aller fouiller, d'essayer de protéger les sites contre les pilleurs et donc de lancer une grande campagne. Et c'est quoi les mesures de cette colonne? Ça, c'est donc c'est 4 mètres. Là, en tout, il y a 4,50 mètres, mais il nous manque encore 1,50 m, donc ça fait des piliers entre 5 et 6 mètres qui sont entièrement décorés. Ça forme un panthéon des dieux, et chaque dieu, en même temps, représente une ville. Ce qui fait que là, on a la première carte géographique, en tout cas 1000 ans avant Jésus-Christ, de ce qu'on était le royaume du Djouf. L'histoire, là, est importante parce que nous arrivons dans les 1000 ans avant Jésus-Christ et sans doute 2 ou 3 000 ans, donc à l'équivalent de la Mésopotamie et de l'Égypte. Donc quand on dit toujours que le Yémen est vieux de 3000 ans, on va pouvoir dire qu'il est vieux de 5000 ans. Voilà. La décision du président connue, Rémi espère partir d'un jour à l'autre car le temps presse. Chaque jour, des objets rares sont apportés au souk de Sanaa en provenance de fouilles clandestines et quitte le pays. Le Yémen est vaste. Il a des milliers de kilomètres de frontières. Le gouvernement assure faire des efforts, mais ne peut pas ouvrir toutes les valises, encore moins les diplomatiques. D'ailleurs, certains objets auraient du mal à sortir du pays dans des valises. Ces 2 trônes en marbre, par exemple, pesant plusieurs tonnes, expédiés en Suisse à un richissime et mystérieux collectionneur. Ce trône, entre 15 jours et 3 semaines, s'est trouvé à Genève. Et à Genève, celui qui a le trône a proposé au Louvre 1 million d'euros pour l'acheter. Un objet de 3 tonnes, il faut une grue pour la soulever, c'est pas des hommes. Deuxièmement, qu'il faut que ça aille dans un camion. Et troisièmement, que ça aille dans un conteneur par avion. Là, ce qui est, c'est que c'est devenu une industrie. Tout le monde participe au pillage dans le Djouf. Tout le monde. J'entends par là le gouvernement, donc la police, l'armée qui est sur place d'ailleurs, ferme les yeux, c'est-à-dire participe. Tout le monde. Donc tout le monde est complice. Ça va du plus haut responsable jusqu'à la petite fille qu'on voit creuser pour trouver de petites choses qu'elle revend. Il y a même des enfants de 3 ans qui risquent leur vie en creusant des tunnels pour trouver des objets. Même nos femmes s'y attellent. Elles sont là, à côté, et passent au tamis toute la terre sortie du fond.
Certaines familles n'ont aucun revenu et ne vivent que de ce travail. Informés de la décision du président, nous attendons tous les jours l'arrivée de Rémi et de son équipe d'archéologues. Le chef de l'État a donné l'ordre de régler ce problème. Qui oserait le défier? Soudain, c'est l'espoir. Une voiture apparaît de l'autre côté de l'immense champ de cratères et s'approche de nous à travers ce qu'il reste de Maïn, une autre cité-royaume du premier millénaire avant notre ère. Mais les hommes qui en descendent ne sont pas des archéologues. Nous ne les avons encore jamais vus. Des Bédouins se placent ostensiblement devant la caméra et ne bougent plus. Que faire face à cette intimidation, à cette menace? Braqué sur des hommes avec des kalachnikovs, une caméra ressemble à une arme et pourrait susciter des réactions imprévues. Il est préférable de filmer les trous comme si de rien n'était. Et des trous, ce n'est pas ce qui manque. Mais que font nos gardes armés? Ils se reposent, bien à l'ombre, en mâchant du cat. Au bout d'un moment, la caméra revient prudemment sur les Bédouins. Ils sont toujours là. Faisons semblant de ne pas être impressionnés et de nous intéresser à ces monuments qui en ont certainement vu d'autres. Finalement, plus de peur que de mal. Pour cette fois. L'après-midi même, se tient une réunion chez le cheikh Abdel Salam, responsable de notre sécurité. Il décide de convoquer tous ces hommes pour un conseil tribal. Le problème est dans la mentalité des gens d'ici. Ils ont tout de suite vu, dans les sites archéologiques, un moyen de faire chanter le gouvernement. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement accomplisse ce qu'il demande. Vous n'êtes ni la cause, ni leur but dans ce conflit. Leur but n'est pas de vous empêcher de travailler, et vous n'êtes pas visé, vous, en tant que personne. Ça se résume simplement à un problème de partage entre deux tribus. Nous apprenons que les Bédouins de cet après-midi font partie de la tribu des Béninov. Ils ont la haute main sur le trafic des antiquités et s'opposent avec virulence à la venue des archéologues. Fort du soutien de ces hommes, Abdel Salam pense pouvoir assurer notre sécurité malgré l'hostilité des Béninov. En seigneur de guerre, il ne veut ni perdre la face, ni renier sa promesse de soutenir notre action. Le tournage reprend. Le temple d'Attar, près de Maïn, était, paraît-il, intact il y a une dizaine d'années. Mais les trous des pilleurs, les galeries souterraines, les explosions ont ébranlé l'édifice, dont il ne reste debout que quelques piliers. Alors que le soleil baisse à l'horizon, les Béninov reviennent à la charge. 2 pick-up surgissent du désert et prennent en tenaille notre 4x4. Mais cette fois-ci, nos Bédouins sont là. Une vive discussion s'engage sous l'œil des sentinelles des 2 camps. La discussion traîne. Les Béninov demandent de l'argent, beaucoup d'argent, pour nous laisser filmer. Abdel Salam refuse.
Son honneur lui interdit de céder. Qui va l'emporter en l'absence d'une quelconque autorité suprême ? Le soir, on nous fait comprendre que notre présence soulève décidément trop de problèmes, trop de vagues. Et le gouverneur ne tient pas à avoir une prise d'otage sur les bras. Il nous convoque le lendemain matin. Mais ce n'est pas le gouverneur qui nous attend. C'est le commandant militaire de la région. Contacte le chef de la sécurité, je te rappelle. Comme ça, on fait une réunion, on verra bien. Bon, continuez votre travail et on se recontacte. L'important est qu'on ait des garanties que personne ne leur fasse du mal. Mon général, il vous filme. Mais non, il ne filmera rien du tout. C'est les Béninov qui l'auront tout gâché. On ne va pas mobiliser toutes nos forces armées pour ça quand même. Et puis ils n'ont qu'à écouter les informations pour se rendre compte que c'est une région assez risquée. Allez, rentrez chez vous et que Dieu vous garde. Nous ramenons à Sanaa, lieu où les kalachnikovs sont interdites, une belle moisson d'images qui va passionner nos amis archéologues et même les autorités yéménites, désireuses d'établir des collaborations dans le domaine culturel avec les institutions les plus prestigieuses au monde. Et justement, une délégation du musée du Louvre est en visite à Sanaa. Dirigée par Madame Françoise Demange, conservatrice en chef, elle doit conclure un accord de coopération en matière d'archéologie et de sauvegarde d'œuvres d'art. Le moment fort de cette initiative, c'est la restauration dans les ateliers du Louvre d'une statue en bronze déposée au musée de Sanaa. In a bad condition. Il y a aussi le noyau de terre. Datant vraisemblablement du 7e siècle avant l'ère chrétienne, cette pièce unique n'a été vue que par quelques rares personnes et par les Bédouins qui l'ont trouvée dans un temple du Djof. Après sa restauration, la statue sera mise à l'honneur au Louvre avant de revenir définitivement au musée de Sanaa. Pour les chercheurs aussi bien français que yéménites, cette action symbolique est chargée d'émotion. Ce que je trouve très beau, c'est à la fois ce naturalisme et le côté stylisé, enfin le mélange des deux. Oh, on n'avait pas vu qu'il y avait une inscription. Non, on l'a vu toujours dans le... Vous savez pas qu'il y a une inscription. Non, j'ai dit, il devrait y en avoir une, je l'ai toujours dit. Parfois les noyaux... C'est au moment de la fonte. Hein. Oui, c'est ça, techniquement ça a été fait au moment... C'est pendant la fabrication, le noyau a... Voilà. Ah bon. Tu le vois là, les inscriptions? Ah, mais elles sont superbes. Regarde ça. Ah. Mounir Arbache tente de déchiffrer l'inscription trouvée sur le bronze. Elle permettrait de dater précisément la statue. Mais le métal est trop corrodé. Ce sera le travail des spécialistes à Paris. Rémi, quant à lui, songe à d'autres statues. Celles que les pilleurs dans le Djof continuent de sortir de la terre.
Mais il ne désespère pas. Sa fouille, il la fera. Alors on a une chance, comme disait un bédouin à Mounir Arbache, vous allez peut-être venir maintenant, parce qu'on ne trouve plus rien, alors on va vous laisser le site, il n'y a plus rien à voler. Hein? C'est pas vrai.